Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast du Front Office pour une édition spéciale. Je suis en compagnie de Doug et d'Anto. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Un petit mot, comment s'est passée votre journée? Parce que nous on enregistre le soir du coup. Comment s'est passée votre journée? Comment vous vous sentez aujourd'hui? De mon côté, très bien, hein. Salut tout le monde, salut à toute l'équipe, salut Anto, salut Auré. Écoute, mercredi, c'est le jour des enfants, le jour où on enregistre, donc on garde les petits. On y fait lancer des ballons, on est en train de le former pour, la draft 2032. Voilà, impeccable. Voilà, en espérant qu'il ne fasse pas une Zach Wilson, bien sûr, on en a déjà parlé. Le fameux syndrome. Et toi Anto, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Écoutez, on va raconter ce qui vient de se passer. C'est que moi, je bossais, je quittais à 21h, je me suis pressé, j'ai mis la pression à tout le monde pour quitter à l'heure et pour arriver, pour pas te faire finir trop tard, Trey. Et petit problème son, apparemment, c'est passé, on espère, on croise les doigts en tout cas. Et du coup, on commence un peu en retard, mais sinon tout va bien. J'ai bossé, maintenant on va parler football, donc ça va, on finit bien la journée. Pas de galère, pas de galère. Il n'y a pas de souci. On fait avec les problèmes et on les règle et on enregistre dans de bonnes conditions. On est en tout cas réunis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas encore le cas. Vous trouverez tous les liens qui sont dans la description. Donc n'hésitez pas, on est là, on n'hésite pas à échanger avec tout le monde. Donc topez-nous sur les réseaux et tapez-nous sur les doigts pour ce qui va suivre. Euh, on va commencer doucement du coup. Alors le but aujourd'hui c'est d'aller sortir trois points de vue, trois hot takes comme on a envie de le dire. Trois points de vue qui seront peut-être assez tranchés sur des joueurs qui ont été draftés il y a maintenant presque 15 jours du coup. Et on va débuter avec toi, tiens Anto, tu vas nous parler du premier joueur que tu as sélectionné, et ce que tu aimes, ce que tu détestes, pourquoi, comment, bref, parlons-en. Alors, je savais pas, avec qui commencer. Il y en a un, je pense que Doug peut-être attend, parce qu'on en a discuté sur Discord, dans les derniers jours. Moi, j'aimerais bien commencer, avec, Xavier Worthy, du coup, wide receiver, des Texas Longhorns, qui a été drafté, par les Chiefs, au premier tour et au premier round et au pick 28. Moi, j'ai sélectionné parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal sur les réseaux qui étaient dubitatifs, qui étaient pas sûrs du bonhomme. Alors, bien sûr, là, je propose le poulain, mais je dis pas à 100% qu'il va réussir et qu'il va tout éclater. Mais en fait, moi, j'ai sélectionné ce joueur parce qu'il va répondre à une logique des Chiefs. Ça veut dire que les Chiefs, ça fait 2 ans qu'on se demande comment ils vont se retourner. 2 ans qu'ils gagnent. Il y a 2 ans, ils gagnent au mental. Il y a 2 ans, ils gagnent à l'expérience. L'année dernière, on va pas se le cacher, après des playoffs monstrueuses, c'est la défense qui a sauvé surtout l'équipe, la franchise, toute la saison. Et il y avait quand même un constat qui était à faire, c'était que Patrick Mahomes est génial, est fantastique. Le trio Red, Mahomes, Kelce est incroyable, mais Mahomes manquait d'armes en attaque. Et je trouve que ça Heureusement. oui, heureusement en plus, heureusement. Et du coup, après la free agency, de ce côté-là aussi des Chiefs, Worthy, finalement, je pense que c'est une pièce qui va être complétée. Parce qu'il faut quand même rappeler, du coup, là, pendant Kelce re-signe pour 2 ans, hein, là, c'est parti. Donc, quand il aura terminé, il aura 36 ans. J'ai plus le nom. Hollywood Marquis Brown. Voilà, Hollywood Marquis Brown, pardon, merci Doug. Il a signé pour 1 an, mais il a que 26 ans. Rashee Rice, il en a 24 et Worthy, il en a 21. Du coup, là, on a peut-être le futur. Rachirage, c'est va en prison, donc ça, on s'en fiche de toute façon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pardon. Mais C'est vrai, on- prison? Pas vu passer. Non, aux dernières nouvelles, Ah, alors, à la date d'aujourd'hui, hein, ah, nous sommes le 8 mai, du coup, à la date d'aujourd'hui, il va prendre des matchs de suspension. voilà. Donc Pour normalement, l'instant. il devrait, s'il continue pas à faire le zouave, il devrait revenir sur les terrains. Et donc, on a peut-être quand même le futur. On a peut-être un beau trio du côté des Chiefs.
Et donc voilà, donc moi je mise sur Worthy. Il y en a plein qui par rapport à son physique, par rapport à son accélération, le comparer un peu à Tyreek Hill. Bon, bah, je pense qu'il est tombé dans la bonne franchise pour le faire monter. Donc voilà, quoi. Ouais, si c'est dingue quand même avec ce joueur, Worthy, c'est qu'on a l'impression donc il a battu, on va le rappeler pendant le combine, il a battu le record de 40 yards en vitesse. On a l'impression presque que le mec, ça l'a desservi. À l'arrivée, on a dit, juste, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui va vite. Non, Worthy, c'est quand même un bon joueur. Si Andy Reid, il fait le choix d'aller le choper au premier tour et en plus, il monte un trade pour aller le chercher, les Chiefs, ça draft très, très bien. Franchement, regardez les dernières années, que ça soit au poste de corner, que ça soit, sur la ligne défensive, Karlaftis et cetera. L'année dernière, Rashee Rice, les mecs savent drafter. Les bonnes équipes draftent bien, donc s'ils sont allés le chercher, c'est pas pour rien. Et on va quand même rappeler voilà, que Mahomes il vient de gagner le Super Bowl avec Rice, Kadarius Toney et MVS. Voilà, rajoutez-lui un joueur, un receveur premier tour encore, ben, on va se battre pour l'autre place au Super Bowl et pour la finale de conf en AFC, c'est tout. J'irai de mon mot, moi, parce que je suis parti de l'autre camp, moi. Je suis pas très convaincu par Worthy. Je suis d'accord avec toi, Doug, quand tu dis que son temps record l'a desservi. Et moi, je pense qu'en soi, ça l'a desservi dans la globalité par rapport à ce que tu présentes, c'est-à-dire sur la résonance de son record qui fait qu'on a l'impression que c'est juste un mec qui court vite. Mais dans la vérité, ça lui a servi puisque le mec finit par être sélectionné au premier tour alors qu'il n'était pas forcément vu à ce niveau-là. Comme tu le dis, les Chiefs montent à ce moment-là. Moi, je pense que c'est un peu cher payé. Il y a des profils, pour avoir suivi les receveurs, il y a des profils que je trouvais plus intéressants. Est-ce que, en tout cas, ils avaient la vitesse de Worthy? Peut-être pas. Maintenant, la vitesse sur un 40 yards et la vitesse sur un terrain face à un adversaire, c'est pas la même. Mais voilà, est-ce qu'on a un nouveau Tyreek Hill? Peut-être. Moi, j'en doute, C'en est j'ai propre. besoin d'être convaincu. Je ne mettrai pas non plus une cartouche non plus comme. Ses tracés sont Mais propres, hein, quand même. Il a l'accélération et ses tracés sont propres. Bah, c'est pas attends, va les gars, j'ai falloir pas qu'il dit que c'était un mauvais receveur. Ah non, 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 mais il va falloir qu'il travaille sur tout ce qui est, ses catchs, là où des fois il a tendance à un peu, être défaillant. Mais moi je pense qu'il y aura une vraie complémentarité et ils vont réussir à en faire quelque chose, de ce joueur. C'est L'avantage, surtout, excuse-moi, hein, tu lui mets non, Mahomes, tu parles des catchs, tu lui mets Mahomes, tu lui mets pas, en effet. bon, tu vois, voilà. Et C'est Mahomes, le ballon, il c'est pas arrive le dans plus les dur mains. à travailler. C'est pas le plus dur à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, un gars qui arrive avec une grosse vitesse, qui doit travailler autre chose, c'est peut-être plus facile finalement qu'un gars qui n'a pas de vitesse et qui doit travailler sa vitesse. Donc, Mmh. quelque part, ça Exactement. s'entend. Moi, j'y crois bien. Après, effectivement, on peut avoir quand même confiance comment dire, au coaching staff des Chiefs pour faire le boulot à ce niveau-là. Voilà. Moi, je n'aurais pas monté un trade pour aller chercher Worthy. Maintenant, ça a été fait. Advienne que pourra. On en reparlera. On en reparlera parce que de toute façon, il y a des places à aller chercher et peut-être même plus parce que voilà. On dit le cas Rashee Rice aujourd'hui pose question. Il y a probablement une suspension qui l'attend, mais au-delà de ça, il y aura sûrement un jugement aussi à un moment ou à un autre. Donc et ça peut avoir beaucoup d'impact toute cette histoire. Moi, j'ai dit depuis le jour de ce fameux accident qu'il était finito. Donc on verra, on verra. C'est ta haute texte. C'est une OTEX bonus, profitez-en. Vas-y, Doug, parle-nous du premier joueur que tu as sélectionné là. Allez, bon, moi, je vais faire une vraie haute texte. Je vous annonce Ricky Persol, rookie offensif de l'année. Voilà. Ok, Mmh. c'est culotté. Donc, on va se mouiller un petit peu. De toute Ah ouais. façon, voilà, on est là pour ça. Ricky Persol, rookie offensif de l'année. Alors, je vais vous dire quelque chose. Certains l'ont déjà vu. Moi, l'équipe que je suis au niveau universitaire, c'est les Gators de Gainesville, de Florida. J'ai eu la chance de le voir jouer l'année dernière parce que je suis allé voir un match à Gainesville et le mec sur le terrain, il était un niveau au-dessus de tout le monde, vraiment.
Alors, ça reste le niveau des Gators, hein, on n'est pas sur le top 12 ou quoi, mais bon, c'est quand même déjà un bon niveau. Et le mec était vraiment au-dessus. Et tout le match, il fait de la séparation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a des mains hyper sûres, mais vraiment hyper sûres. Il fait que 6 drops sur toutes ses années universitaires, 6 drops. Avec, pareil, là, c'était le QB, c'est pas Mahomes, ça. Donc, seulement 6 drops, il est hyper impressionnant. C'est un vrai receveur de possession. Et ça ne m'étonne pas que San Francisco et Kyle Shanahan allaient chercher un joueur comme ça. Il est vraiment très bon sur les passes courtes, les passes intermédiaires. On ne va pas lui demander d'aller chercher le fond du terrain, mais ils ont d'autres receveurs pour ça, notamment Ayuk. Donc là-dessus, pas de souci. C'est un vrai receveur de possession. Brock Purdy va se régaler avec. Et en plus, il a ce côté de... Il gagne ses 1 contre 1 tout le temps. Il est hyper spectaculaire. Je pense qu'on a tous vu la réception qu'il fait à une main, où il se jette en arrière et il récupère le ballon. C'est un des catchs les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, j'annonce Ricky Pearsall, Rookie Offensive of the Year. On est bien, c'est une vraie hot text. Ouais, plutôt d'accord. Le profil est bon. En plus, il tombe pas chez n'importe qui. Je pense qu'il va être bien encadré, il va être bien entouré. Commence à saouler les 49ers à avoir une ribambelle de joueurs à plus savoir quoi en faire, et gros problème de riches du côté de la baie. Mais je pense que ouais, il peut apprendre en plus avec Shanahan, avec comme tu as dit, avec Ayuk, avec tous ces joueurs autour de lui. Il va être bien entouré, il va être bien coaché. Il a déjà du talent pur, et il va être bien modelé, et dès cette année, il peut faire très mal. Et alors, comme tu l'as dit, alors j'espère pour toi que tu auras raison, être le rookie offensif de l'année. Ouais. Moi, j'aime bien la prise de parti voilà, que tu fais. On parlait quand même du trade-up de Xavier Worthy juste avant. Vous étiez en train de dire ouais, mais c'est une bonne prise, etc. Et bah moi je vous dis pourquoi du coup les Chiefs n'ont pas été chercher Ricky Pearsall à ce moment-là, puisqu'il était disponible. Parce qu'il Ouais, est mais ils ont déjà... 3 choix plus haut, tu vois, 3 choix plus haut. Alors oui, effectivement, on peut parler un peu de ce type de receveur. Ouais, le profil, Ouais. j'entends. Ben, voilà. J'entends. Maintenant, moi, j'ai un autre truc aussi à dire, et tu l'as soulevé, Anto, c'est il y a du monde du côté de San Francisco. Du coup, est-ce que pour être un rookie offensif de l'année, est-ce que vraiment on n'a pas besoin plutôt d'avoir de la place et finalement d'être, même avec un QB moyen, de se retrouver avec énormément de ballons quand même, et pour vraiment montrer à tout le monde qu'on est meilleur. Là, je pense à quoi ? Je pense à Marvin Harrison Jr. et je pense à Malik Neighbors, qui pour moi ont potentiellement de l'or dans les mains. En tout cas, au poste de receveur, ils sont sans lui au-dessus de tout le monde. Et j'ai l'impression que ces gars-là, même en ayant des QB moyens, ils vont tellement avoir le ballon, ils vont tellement être mis en avant, que du coup, je doute fortement que Pearsall puisse réussir à avoir ça en étant le 3e receveur de son effectif. Maintenant, les choses peuvent changer. Donc, Je suis désolé parce que tu vas prendre une crotte de nez pour rien là, mais en fait, ils sont dans des équipes qui perdent, les mecs que tu nous dis. Et quand tu veux être mis en avant et être rookie offensif de l'année ou rookie défensif ou joueur de l'année, etc., c'est jamais dans les équipes qui perdent. Ils sont toujours dans des équipes qui gagnent, qui sont en prime time à la télé, que tout le monde voit. Regardez les années précédentes, qui sont les rookies de l'année, c'est que des mecs qui sont dans des équipes qui gagnent, justement. Nabers et Marvin Harrison, s'ils sont à l'équilibre à la fin de la saison, c'est un miracle. je ne suis pas d'accord avec cette opinion, mais c'est grand bien t'en face. Non, mais je pense qu'on continue à cracher sur les Giants pour leur saison dernière, qui a été fustigée de l'intérieur. Mais voilà, il y a 2 ans, il s'est passé des choses quand même. N'oublions pas un petit peu que cette équipe n'a pas drastiquement changé, et que je ne pense pas que ce soit aussi simple, et que les Giants ne soient pas une équipe qui perd volontairement. En tout cas, je sais pas. En tout cas, de toute façon, je suis pas convaincu non plus. Effectivement, comme tu l'as dit, il faut jouer des matchs, il faut être devant la scène pour montrer à tout le monde qu'on peut être un rookie offensif. Là-dessus, je l'entends.
Mais si tu vas prendre 500 ou 600 yards sur la saison, alors que tu as un Malik Neighbors, même s'il est à l'équilibre, comme tu dis, qui en prend 1000, ou un Marvin Harrison qui va en prendre un 1200, là, même si tu es dans une équipe qui joue à peine les playoffs, si tu prends un 1200 yards et que tu mets 15 TD, voilà, l'équipe Persol, il est loin, tu vois. Enfin, voilà. Je vois ce que tu veux dire. En soi, j'aime beaucoup le choix. Voilà, je te le dis, j'aime beaucoup le choix. Pour moi, c'est un bon joueur. Pour moi, c'est un joueur qui méritait largement d'être devant un Worthy ou même, je sais plus qui est-ce qui avait été pris. Non, ça va, il a été pris juste là. C'était Leggett qui était juste derrière. Voilà, pour moi, c'est vraiment un mec qui effectivement, comme tu dis, a démontré des choses et en fait, on l'a vu au fur et à mesure, il est monté vraiment dans le ranking des receveurs dans cette draft au fur et à mesure. C'était super intéressant de voir un petit peu comment, avec le combine, etc., les choses ont évolué. Donc, j'aime beaucoup le profil et j'ai vraiment extrêmement hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Du côté de San Francisco, c'est impressionnant quand même. Ouais. Vous avez autre chose à rajouter sur lui, non ? Non, bah écoutez, on va passer à mon choix, mon premier choix. Moi, je vais le faire dans l'ordre de la draft. Du coup, je vais actuellement vous parler du pick numéro 13, Brock Bowers des Las Vegas Raiders. Parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas convaincus par le profil. J'ai vu des gens qui étaient en mode « Ouais, bof, un tight end. En plus, ils ont pris Michael Mayer l'année dernière. » Les gars, je juste regarder le profil et regarder la bête que c'est. Alors oui, il a des choses à corriger, comme n'importe quel rookie. Mais putain, Brock Bowers, quoi. Moi, Brock Bowers peut faire partie des rookies offensifs de l'année, je vous le dis aussi. Je serai pas aussi intransigeant sur la discussion, mais dans tous les cas, je pense que Brock Bowers, c'est une arme incroyable que viennent de s'offrir les Raiders. Alors, faut-il avoir un QB pour leur envoyer le ballon ? Bien entendu. Mais on parle d'un gars qui a un physique hyper impressionnant. C'est un gars qui peut attraper des ballons dans tous les sens. Alors certes, il va peut-être pas bloquer aussi bien que d'autres, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à un tight end ? Il bloque, il bloque, attention. Mais contrairement à d'autres, contrairement à d'autres, on va dire que voilà, on est en deçà de ce qu'on peut attendre d'un tight end. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend véritablement d'un tight end ? Quand on va chercher un Brock Bowers, c'est pour qu'il soit notre receveur numéro 1. Donc voilà. Après, je parle mal là. Devonta Adams, il va me jeter des cailloux là, mais globalement, je pense que les Raiders se sont offert une arme incroyable à ce niveau-là. Et j'ai entendu beaucoup de gens, bof. Et j'étais vraiment abasourdi, quoi. Pour moi, c'est une arme incroyable. C'était vraiment un top joueur à avoir, à aller chercher. Et je pense que les Raiders ont bien fait, en tout cas, parce qu'il y avait un besoin. Moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que les gens à croire que parce que la saison, enfin l'année d'avant, ils sélectionnent meilleur, ils doivent arrêter de drafter des tight ends, les Raiders. Je pense pas. Je pense que au contraire, ça va faire une nouvelle cible de choix du côté des Raiders. Alors, comme disait Doug, je pense que là, Doug s'y connaît aussi bien mieux au niveau de la ligne, que ça soit un bon bloqueur. J'en doute pas. En tout cas, il a un physique qui fait que même s'il est peut-être un petit peu en deçà, il va pouvoir vraiment exploser avec les Riders, peut-être apprendre ça et devenir vraiment, finalement, ce qu'on attend aussi peut-être d'un tight end qui soit couteau suisse. C'est-à-dire que quand on a besoin qu'il fasse une réception, il fait une réception. Quand il y a besoin de bloquer, il bloque. Et quand il y a besoin juste d'être là et de capter un ou deux joueurs, l'attention d'un ou deux joueurs, il va le faire parce qu'il est imposant, il est physique et on ne sait pas est-ce qu'il va bloquer, est-ce qu'il va ouvrir la route à un running back, est-ce qu'il va réceptionner un ballon. Donc vraiment, moi je pense que c'est une bonne pioche du côté des Riders et je pense que dès sa première saison, il peut être impactant et au contraire, il peut peut-être bien aussi s'allier avec Michael Mayer et faire une rotation et avoir deux tie-ends très, très prolifiques. Ouais, clairement, moi je suis vraiment fan du joueur. J'adore la position de tight end. Pour moi, c'est une des positions les plus intéressantes, je trouve, à essayer de regarder sur le terrain. J'adore la position. Après, c'est vrai que dans un premier temps, je pouvais faire partie des gens qui n'ont pas trop compris le pourquoi. Tu vas chercher Myers, t'as ce joueur-là, ouais, mais bon, t'as Brock Bowers, 13e position, il tombe dans les mains, tu peux pas, t'es obligé de le prendre en fait. C'est le meilleur joueur disponible à ce moment-là, largement. Tu es obligé de le prendre. Après, il va falloir adapter le système. Ils ont le coach qui n'a pas fait une saison encore entière, donc il va pouvoir adapter là-dessus, trouver un système à deux tight ends avec Myers pour que ça marche.
que ça soit dans la possession, tu vas te retrouver avec Myers et Brock Bowers sur les passes courtes et intermédiaires. Tu vas pouvoir aller chercher de la profondeur avec Davante Adams. Non, franchement, il se retrouve avec une attaque de feu avec ce mec-là. Et puis, non, voilà, un physique énorme. Euh, il est bon au run block. Franchement, il est bon au run block. Ses blocs sont propres. Il va gagner en épaisseur, on va dire, au niveau physique. Donc, il va être encore plus performant sur ce niveau-là. Mais bon, ça fait plaisir, voilà, de voir des tight ends à l'ancienne un petit peu, pas des danseuses là, pas des joueurs hybrides. On te dit, ouais, le gars est un peu grand, un peu gros pour faire receveur, on le met tight end et c'est un receveur. Non, c'est pas tight end, c'est un vrai poste. Ça doit bloquer, ça doit cartonner les mecs quand il y en a un qui arrive au plaquage et qui s'est pas bien blessé. Voilà, un vrai tight end à l'ancienne, ça fait plaisir. Donc, non, non, bravo Las Vegas pour ce choix. Ouais, on est donc plutôt d'accord ici. Il n'y a pas trop de discorde là-dessus. Mais bon, voilà, je leur dis vraiment. En plus, ça a l'air d'être un gars sérieux quand même. Bon, un gars sérieux qui arrive à Las Vegas, c'est quand même pas souvent. Donc, on espère bien quand même qu'il réussira à ramener un petit peu les gars dans le vestiaire plutôt que dans les strip clubs. Voilà. On C'est n'a lâché. pas dit, je crois, on a un séminaire, non, front office là-bas qui est prévu bientôt. Je sais pas, on n'en a pas encore trop discuté, mais Bravo à nos femmes si elles regardent l'émission. Allez les gars, on passe au deuxième choix. On va faire le tour comme tout à l'heure. On passe à Ronto. Quel est ta deuxième hot take? Alors moi j'ai pris Cooper DeJean. Alors je sais même pas si je le prononce bien. Ouais, de Vous Jean l'avez droit. Desjean. Ouais, des jeans, de gens. Bon bref, je le dis à la française comme ça, de gens. t'as raison. Moi je me rappelle d'un petit message Discord, je crois, quand il a été drafté. Doug a dit punaise, les Eagles, ça y est, ils me saoulent chaque année et tout. Ils prennent encore les deux meilleurs au niveau du backfield défensif. Et alors, moi, j'ai décidé de parler de deux gens parce que, premièrement, son nom est plus facile à dire que le premier, Quainon Mitchell. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup aimé le profil. Parce que, bon, alors moi de base, vraiment, on va dire que le collège football, c'est pas ça. J'ai pas le temps de trop regarder. Je vais essayer grâce au front office, je vais essayer de m'y poser un peu plus. Mais du coup, quand je suis allé voir un peu des vidéos, je suis allé voir des vidéos, quand je suis allé voir le profil, d'ailleurs, au passage, merci à The Trick Play qui fait un boulot énorme de ce côté-là. Je pense qu'il faut leur rendre hommage parce qu'ils font des fiches draft de joueurs magnifiques. Et en fait, bah, c'est un gars, c'est un couteau suisse, c'est un gars multifonction. C'est-à-dire que c'est un gars qui a joué cornerback intérieur, extérieur, qui a joué aussi safety. Donc, les Eagles, je pense qu'ils commencent déjà à préparer l'après, Slay. voilà, exactement. Bradbury et puis j'ai plus l'autre nom. Je l'avais. Darius Slay. Voilà, Darius Slay et Bradbury. Et du coup, ils prennent ces deux joueurs. Je pense aussi que Cooper DeJean sera plus NFL ready que Quainon Mitchell. Parce qu'on a mis en avant que Quainon Mitchell, alors certes, est incroyable, mais il vient d'une fac aussi, d'une faculté, donc Toledo. Toi, t'en parlais un peu Doug, tout à l'heure avec les Gators, tu disais que c'était pas forcément suivant les équipes en fait qu'ils affrontent durant. Ouais. Parce que voilà, il y a différents niveaux. Et De Jean à Iowa, il a tout de suite tapé dans le dur, et donc je pense qu'il va être beaucoup plus NFL ready que Quainon Mitchell. Et moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir jouer et je pense qu'il peut faire tout de suite très mal. Un physique très athlétique. Donc, ça aussi, j'ai hâte de le voir en homme contre homme, contre les receveurs adverses. Et je pense qu'il va faire mal. Je pense qu'il va marquer. La saison. Ouais, clairement, Cooper de Jean ou Cooper de Jean, comme tu veux. Pour moi, c'était largement le meilleur DB de la draft. Il peut jouer en nickel, il peut jouer corner dans le slot, il peut jouer à l'extérieur. On entend, alors le principal défaut qu'on a entendu sur lui, on a dit oui, mais il joue pas en presse. Ouais, il joue pas en presse parce que son université ne joue pas en presse en fait.
Mais on sait pas si, s'il est capable ou pas de le faire. Bien sûr, moi je pense qu'il est largement capable de le faire. Il fait tellement le reste tellement bien. Donc pas de souci là-dessus et oui, oui franchement je suis dégoûté. Les Eagles, ils sont vraiment, détestables à chaque fois, à aller pécho les meilleurs joueurs en permanence. Après c'est facile, enfin, c'est facile, non, en fait, il y a plusieurs façons de drafter. Soit tu as vraiment un besoin et donc tu vas essayer d'aller chercher le meilleur joueur à ce poste-là, soit tu as pas vraiment de besoin comme une équipe comme Philadelphie et tu es en capacité à chaque fois d'aller, chercher le meilleur joueur disponible. Et ben eux là, les 2 meilleurs joueurs qu'ils avaient de disponibles, sur leurs 2 picks, c'était, 2 cornerbacks et ben ils prennent 2 cornerbacks. Ils s'en foutent, ils ont pas besoin du reste. Voilà, donc Mmh. ils ont attrapé les 2 meilleurs corners. Il y a un truc intéressant que vous avez dit, effectivement, c'est vous avez soulevé la fac d'Iowa, et toi, Doug, tu dis meilleur corner, à mon sens, de la meilleure DB de la draft. Bah, c'est marrant comment une fac peut impacter finalement un ranking, puisque malgré tout le talent qu'on lui sait et du coup et qu'on connaît du gars, bah en fin de compte, t'étais pas là où il fallait, donc du coup, bah mec, c'est deuxième tour. Voilà. C'est un peu comme ça que je- voilà, je résumerai la chose. Je C'est parle, très étonnant qu'il soit tombé comme ça, hein. Ouais. je sais pas, Ouais, il est tombé tard, hein, quand même. c'est Bah, les, ouais, ouais, ouais. Plus c'est de 40 ans. les, ouais, mais on sait que les équipes NFL, elles ont une faculté toujours à aller mettre comment je pourrais dire, des choses, des points en fait d'interrogation et dire non en fait, enfin je sais pas, genre tu mesures pas 1m93, du coup t'es une merde, tu vois, genre vraiment des fois on comprend pas pourquoi ils s'obstinent tellement sur les mensurations, sur la fac, sur les statistiques, alors qu'il y a plein d'autres choses qui parlent finalement. Je pense que là, en fait, ça se paye à ce niveau-là, quoi. En gros, on te prend pas au sérieux parce que t'as pas un calendrier qui est aussi fort que Quinton Mitchell, peut-être. Du coup, voilà, on te laisse plus loin parce qu'on estime que l'autre, il a joué contre plus fort, donc du coup, il mérite d'être devant toi. Voilà. J'ai un peu du mal aussi avec ce truc-là parce que pour moi, ça se joue pas là-dessus et c'est marrant parce que voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce joueur qui, vous l'avez dit, a un talent incroyable et du coup risque de faire des étincelles et ça me fait bien chier parce qu'il est aux Eagles, donc dans ma division, voilà, avec les Giants. Mais c'est la vie et ça me donne l'occasion du coup d'enchaîner moi avec mon joueur en fait parce que la transition est toute trouvée. Qu'est-ce que je raconte? Non, je me trompe complètement. En fait, j'ai changé d'avis de joueur. Donc là, voilà, petit fail en direct. Comme j'ai changé d'avis, finalement, je pensais à un truc et en fait, du coup, pas du tout. Donc, pardon, my bad. Voilà, un petit fail des familles. On a surpris tout le monde, là. Exactement, j'ai fait un contre-pied. Donc, du coup, non, on va continuer avec un joueur qui n'a rien à voir. C'est Brian Thomas Jr. Voilà, c'est le deuxième que j'ai sélectionné, moi, personnellement. Brian Thomas Jr. Parce que c'est un gars qui, à mon sens, est un peu sous-coté. Voilà, disons-le. Alors, sous-coté, pas pour tout le monde, parce qu'il est quand même parti en numéro 23 aux Jaguars. Donc, c'est pas rien. Il a quand même énormément gagné sur le ranking des receveurs ces derniers mois. Et il partait quand même de loin. Mais attention quand même, la machine que c'est. On parle quand même de 1177 yards en 2023. Mais vous pourriez vous dire, ok, mais c'est un receveur, 1100 yards, ça se voit et tout. Non, mais les gars, c'était le receveur numéro 2. Devant lui, il y a Malik Neighbors. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. LSU, usine à receveur. Voilà, Brian Thomas Jr., j'ai vu des gens qui en doutaient. Moi, j'en ai pas douté et je l'ai vu. Et aujourd'hui encore, il y a plein de choses qui vont en son sens, qui font dire le gars, en fin de compte, n'est pas si éloigné de ça que du top 3. Ce qui le rend aussi éloigné, c'est le fait qu'il était derrière le numéro 2 de cette draft au niveau des receveurs. C'est ça, en fait, le truc. Donc Attends, voilà, il est pris en il est prêt en 23 aux Jags. 23, donc il y a Harrison devant, il y a Nabers Il y devant a Nabers et Odunze en 9. et il y a Mm. Romeo Dunze. Ok. C'est le Ah, il est top quatrième 5, quoi. receveur de la draft. Euh, Derrière, il y a. Quatrième, en étant receveur numéro 2, ouais, c'est énorme, mais en même temps, ça se comprend, hein. Le mec, toi, tu parles des stats. Vous avez vu le gabarit, par contre? C'est un monstre, hein.
Mm. Ouais, c'est un C'est un monstre, monstre. clairement. Le Clairement. mec, il a vraiment un gabarit élite. Il est grand, il est rapide, il est utile sur les 3 rideaux. C'est-à-dire que ça peut être un joueur de possession avec sa taille. Il peut venir chercher des ballons contestés, sur les zones intermédiaires et il peut aller vraiment, chercher des ballons en profondeur aussi parce qu'il est hyper rapide. Il a un vrai potentiel pour être numéro 1. C'était un vrai besoin du côté de Jacksonville parce qu'ils sont un petit peu décimés au niveau des receveurs. Donc, non, franchement, je suis d'accord avec toi. Très, très bon pick. Et je pense aussi qu'il a en tout cas le potentiel. Et il a 21 ans. En Ouais. plus, il est jeune. Ouais, il est très jeune. Et il est très jeune et c'est marrant parce que voilà, on parlait de Rookie of the Year tout à l'heure avec Ricky Pearsall. Bah là, je pense qu'on a un prétendant à la surprise, en tout cas. Si on Mm. enlève le top 3 receveurs qu'on a vu sortir en top 10 là, on a ces deux gars qui pour moi sont vraiment, ils sont tombés. Alors Pearsall est bien tombé dans une bonne équipe, etc. Bon après Jacksonville, attention, je parle pas mal des Jags, mais globalement un peu moins, on va dire, en forme que ça, mais il y a une place énorme à prendre pour Ryan Thomas, voilà, aux Jags. T'en dis quoi, Anto? Non, moi je suis plutôt d'accord. Et au-delà de son gabarit un petit peu aussi, un petit peu peut-être hors norme, comme tu le soulignais, Doug, il a aussi un vrai QI football et il se donne sur le terrain. Donc lui, il va aller au charbon, il va pas avoir peur, il va vouloir prouver qu'il a sa place, que c'est un grand. Et du coup, vraiment, j'en attends. Moi, je suis content parce que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, j'ai un problème avec les noms ce soir. Alors, attendez 2 secondes. Un, 2, 3. J'ai plus le nom. Le quarterback des Jags, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. J'ai un gros problème avec les prénoms ce soir. Je suis désolé. Donc, j'aime beaucoup ce joueur dont j'ai oublié le prénom. Mais et je pense que ça va être une vraie cible. Je pense qu'il y aura un vrai impact et il peut exploser. Vraiment, il peut. Moi, j'aime beaucoup le côté. On le voit sur un terrain quand tu vas regarder des vidéos, quand tu vas regarder des highlights, tout ça. Tu sens que le gars se donne à 100%. Le gars est prêt à mourir sur le terrain et c'est très important. Et alors là, tu l'avais dit, 21 ans. Moi, j'aime beaucoup ça parce que plus tôt ils sont pris, plus tu as de temps en fait pour les façonner et vraiment je trouve que l'âge ça a vraiment un gros impact. Il y en a certains, c'est vrai que quand on parle des combines et tout, ils mettent en avant tout ce qui est gabarit par rapport au poste et compagnie. Moi je trouve que vraiment l'âge c'est vraiment important et plus c'est jeune, bah, mieux c'est parce que tu as plus de temps pour le façonner et le préparer à une longue et fructueuse carrière. Mm. Ouais, il est vrai. Tu dis vrai sur l'âge, parce que c'est vrai que du coup, voilà, on pense quand même à un gars qui va prendre le temps de se développer, etc. Et qui pourtant va sûrement avoir un poste de starter directement. Mmh. Et puis, il y a Michael Penix qui commencera sa carrière à 30 ans. Du coup, au-delà de ça, Doug, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton deuxième joueur? Allez, mon deuxième joueur, moi, je vais aller du coup de l'autre côté. Tout à l'heure, j'étais en positif. Là, on va faire une hot takes plutôt négative. Pour moi, J'aime. Jaden Daniels ne sera pas le quarterback de Washington, première semaine de 2025. Oh, alors là, tu te mouilles. J'aime ça. J'aime ça, c'est que tu te mouilles sur ton premier choix et là, tu te Ouais, on mouilles y sur va. le deuxième là. Et écoutez, les fans là, de Washington, déjà, votre équipe, elle n'a pas de nom, déjà. Et deuxièmement, venez m'insulter sur Twitter si vous voulez. J'ai pas Twitter. Voilà. Vous pouvez le Ok. retrouver sur Instagram. Donc du coup, ouais, t'es intransigeant sur le fait de dire que Jaden Daniels n'est pas un quarterback, voilà, en tout cas pas un quarterback de Alors, NFL, quoi. en fait, moi, il y a vraiment un truc que moi, en tout cas, j'apprécie pas en NFL. C'est ce côté, ouais, c'est un quarterback double menace, un petit peu un profil à Lamar Jackson, machin. Dès qu'on a un quarterback qui prend pas la bonne décision de lancer le ballon et qui court avec, on dit: «Ah, c'est une double menace». Non, non, c'est une simple menace, c'est juste qu'il a pas lancé le ballon quand il fallait et ces quarterbacks-là n'ont jamais gagné un Super Bowl. Et Daniel Jones, Jamais. c'est une double menace, hein, c'est la tristesse de ce que tu dis. Non, mais c'est ce profil de quarterback-là n'a jamais gagné un Super Bowl. Jamais, 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 jamais. Vous pouvez regarder tant que vous voulez. Celui qui est à l'arrivée, peut-être a été le plus en position de le gagner, c'est Cam Newton, quand il le perd il y a quelques années. Ouais.
Mais Lamar Jackson, il en a pas fait. Et tous les autres, c'est des saucisses. Donc, non, ça ne marche pas. Les quarterbacks double menace, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il ne sera Ok. pas titulaire avec Washington En la janvier, quoi. week 1 2025. Ok. Et du coup, Ouais, tu vois qui ouais. il y a parce qu'il y Non, a non, qui à je dis Washington? la saison La prochaine. saison d'après, La la Ah ouais, saison la d'après. saison Week prochaine. 1, Voilà, voilà. la saison Ouais, NFL. J'avais ouais, compris ouais. janvier au départ, mais ouais, non, ok, je viens de Ah capter. oui, ok, oui, oui. Ok, c'est intéressant du coup. Donc, Jaden Daniels, 0. Voilà. Mais non, c'est intéressant ce que tu dis. En vrai, je trouve que tu soulèves un point intéressant là-dessus en disant que c'est pas le genre de quarterback qui font gagner une franchise. En tout cas, il est vrai que ça s'est pas encore démontré. Maintenant, c'est pas non plus un type de joueur qui était hyper répandu. Tu vois, tu reprends un petit peu le passif. Il y a 15 ans. Des quarterbacks double menace comme ça, comme on le dit, bon, il n'existait pas beaucoup. Donc, je pense que quelque part aussi, il y a une question de génération. Il y en a forcément un qui finira par gagner un jour. Je pense pas que ça ne Bah, puisse pas arriver. il y en a de plus en plus, j'ai l'impression qu'en tout Oui, cas, peut-être la NFL cherche à avoir ce genre de profil un peu c'est un ça. peu plus souvent. Mais c'est vrai que pour l'instant, Doug a raison, ça porte pas ses fruits. Certes, ça peut être dangereux, certes, ça peut être impressionnant, certes, sur un match, ça peut faire mal et ça peut être décisif. Mais est-ce que sur une saison complète et jusqu'au Super Bowl, c'est efficace? Pour l'instant, personne ne l'a prouvé. Il y a aujourd'hui, on va dire, allez, il y en a peut-être 1 sur 3, 1 sur 2, une équipe sur 3 ou une équipe sur 2 en NFL qui a un quarterback double menace comme ça. On prend Super Bowl, Chiefs, San Francisco, pas double menace. On a Lamar Jackson en finale de conf, là oui. Et en face, on a Jared Goff. Jared Goff. On n'est pas du tout dans la double menace. Donc, sur 4, tu en as 1, Hmm. d'accord? Alors que tu dois en avoir 1 sur 2 ou 1 sur 3 dans toute le et même après, on peut continuer. Les Packers, qui étaient derrière, pas double menace. Baker Mayfield, pas double menace. Tu as Jalen Hurts, OK, Mmh. qui est double menace. Franchement, sur quasiment, parce qu'après, Steelers, c'est pas le cas. Il y a qui d'autre après même en divisional round? T'avais Je... Detroit, machin. Après, t'avais les Bills, pas double menace. Enfin, Non, mais sur le fond, je pense que tu as raison. Je pense que tu es plutôt convaincant sur tes arguments. Là, à mon avis, il y a pas trop à dire là-dessus. Euh, Maintenant, ouais, je pense pas que ce soit inamovible, comme je le disais. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, un quarterback de ce type, c'est quelque part, c'est une soupape de sécurité. C'est-à-dire que voilà, il y a un souci, il y a quelque chose qui va pas. Ok, ça libère, on va dire, de la pression, ça permet de continuer à avancer, etc. Est-ce que ça fait win pour autant? Bah, en saison régulière, on voit que oui, ça peut aider, mais sur le reste, pas trop. Je pense qu'il y a aussi peut-être le fait que ça peut cacher finalement des soucis, en fait, puisque le gars arrive à trouver des solutions par lui-même. Donc finalement, on se rend pas compte que la ligne, par exemple, est défectueuse. Donc je pense que le problème peut se poser aussi ici. Est-ce qu'un jour, on arrivera à avoir un front office qui arrivera à se dire, mais en fait, là, il y a vraiment un problème de ligne, au-delà qui sache courir, il n'a pas besoin de courir autant en théorie, et donc du coup, il y a un problème de ligne, et si on corrige ça, peut-être qu'on arrivera à gagner quelque chose. Mais en fait c'est surtout très facile à défendre, entre guillemets. À part d'avoir vraiment un mec exceptionnel comme les Lamar Jackson, sinon, ils sont souvent, moins bons, entre guillemets, qu'un running back, au niveau de la vision sur les trous, sur tout. Donc, en fait, c'est agilité, juste facile à défendre, en fait. ouais, ouais. Ouais, ça se tient. Écoute, j'aime beaucoup cette take là pour le coup. Voilà, tu nous as sorti ça de ton chapeau, c'est pas mal du tout. Et du coup, on va enchaîner Anto avec ton troisième choix. Alors attention, qu'est-ce que tu nous as préparé là? Je regarde Doug voir si, moi, je veux parler d'Amarius Mims. Alors, pour 2 raisons. Parce que Il est prêt là. mais, est-ce que tu veux commencer, Doug, sur mon personnage? N non, 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 Ah, vas-y, c'est à vas-y, toi vas-y. d'ouvrir le Non, show là. non.
Non, non. Non, non, mais alors moi, j'ai aimé ce choix, parce qu'il faut quand même parler d'un problème, qu'a, les Bengals depuis, quelque temps. C'est leur ligne qui est catastrophique. Donc tu es d'accord avec moi? Pas tant que ça. C'est vrai? Ah mon Pas autant ils peuvent être pas très, très bons sur l'intérieur de la ligne et d'ailleurs ouais. ça se ressent parce qu'ils n'arrivent pas à mettre un jeu au sol en place, mais je trouve que justement cette année, avec Trent Brown et avec, Orlando Brown, ils avaient, la solution au poste de tackle. Ouais, mais du coup, moi, j'avais aimé le personnage pour son physique et je me suis dit il pouvait, tu vois, dès la première saison, jouer et avoir un impact et peut-être, apporter aussi de la profondeur, tu vois? Et du coup, être une solution aussi, dans, tout ce qui est, protection, de Joe Burrow, Moi, je Mais vais. ouais, vas-y, vas-y, Non, je vais dire Aurélie. un mot là-dessus. Moi, ouais. il y a un truc que je trouve assez flagrant, c'est alors, je suis vraiment pas le spécialiste des lignes, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un vrai problème de ligne quand ton titulaire incroyable se blesse et que tu le remplaces par un remplaçant que personne n'attend, Browning, Jake Jake Browning, Browning. personne n'attend. Et le gars, il fait la saison qu'il fait. Est-ce que tu peux considérer qu'un rookie, parce que, enfin, je sais plus s'il était en première ou deuxième année, mais un mec à ce stade qui n'a aucune expérience du haut niveau, est-ce que tu penses que ce gars-là peut réussir à faire une saison s'il n'a pas une ligne à minima? Moi, vraiment, je trouve que la ligne des Bengals a été un très, très gros problème sur la saison rookie de Joe Burrow. Ouais. Je trouve que c'est un gros problème, même l'année où ils vont au Super Bowl, parce qu'il fait des miracles malgré, une ligne qui était pas très bonne. Je trouve que le problème a été résolu l'année dernière. Pour moi, il y avait vraiment, pour moi, Amarius Mims, c'est, allez, on va dire un des je suis gentil, un des 5, allez non, je vais dire un des 3 choix les plus incompréhensibles du premier tour. C'est pas un besoin, ils ont pas besoin de tackle. Ils ont Orlando Brown et Trent Brown. Ils en ont 2, c'est du haut niveau, ouais. Ils sont vieillissants, mais c'est du haut niveau. Il y a pas de besoin immédiat. Quand tu vas chercher un joueur, pour moi, au premier tour, c'est que tu dois combler un besoin immédiat. Si c'est pour pas le faire jouer de suite, ça vaut pas le coup. Et ils vont chercher Amarius Mims. Alors oui, c'est un monstre physique. Il est énorme. Il distribue des pancakes dans tous les sens. C'est vraiment un gros, gros gabarit. Mais techniquement, je trouve que c'est pas le plus fin. Il y a quand même aujourd'hui, un tackle, on va lui demander quand même beaucoup de QI football, placement des mains, et cetera. Pour moi, ça, il manque un petit peu de finesse là-dessus et en plus, j'ai un autre problème avec lui, c'est qu'il est très souvent blessé. Il est très souvent blessé et des blessures musculaires et notamment, même au combine, il s'est blessé après son 40 yards. Il a des problèmes musculaires, il est donc non, pour moi, c'était pas un need et c'est pas le bon joueur. Donc je te rejoins pas trop sur ce choix-là d'Amarius Mims. Non, mais moi, j'écoute, je pense qu'en plus, au niveau de la ligne, tu es quand même, beaucoup plus calé. Mais moi, j'aimais le côté, physique et rapide du joueur et j'espère qu'il aura un impact et pour moi, il y en a un be pour moi, il y a un besoin sur la ligne des Bengals quand même. Il y a une amélioration, certes, c'est pas les 1 années de Burrow, cette ligne, mais pour moi, je pense que sur le long terme, en plus, il est jeune aussi, je pense qu'il va pouvoir apprendre, et Mmh. justement, ces problèmes, que tu disais au niveau de la technique et tout, je pense elle va pouvoir être gommée et puis je lui souhaite quoi, tout simplement. Et tu vois, du coup, c'est pas un choix de 1er tour là-dessus. Tu vas me chercher un Cooper Bibi qui a été pris derrière, Mmh. à Dallas ou quoi un peu plus tard, qui a un physique aussi impressionnant et que tu vas pouvoir développer sur d'autres tours. Ou tu vas chercher Barton pour jouer à l'intérieur de la ligne en centre ou en guard, plutôt en guard, qui a été pris, chez les Bucks. Là, je te dis: «D'accord, tu viens renforcer la ligne». Mais là, le mec, il va être sur le banc. Tu renforces quoi avec ton premier tour? C'est vrai que c'est quand même cher payé le premier tour pour Ouais, aller pour de sur la le banc. profondeur, peut-être, oui, c'est peut-être cher payé, ouais, ça c'est Je te ça c'est sûr. l'accorde, Doug. Bon, moi, j'ai véritablement pas d'avis. Hein, les linemen, là, cette année, ouais, je me suis concentré beaucoup sur la draft, sur ma dynastie. Personnellement, on joue pas de O-line, donc croyez bien que le O-line,
je les ai complètement zappés. J'avais trop de travail avec les autres postes. Donc, je n'ai aucun avis, sauf s'il y a, Troy Fautanu, que j'ai vu vite fait, qui tombe 2 choix plus tard. On peut se demander si le choix n'était pas meilleur non plus, si vraiment tu veux renforcer ton équipe. Du coup, je pose juste ça là comme ça. Je suis pas spécialiste. Voilà. Clairement. Ok pour ça. Et du coup, 3e choix pour Doug, vas-y. Je terminerai comme ça. 3e choix, du coup, pour moi, alors ça va être beaucoup moins tranché que les 2 premiers que j'ai pu faire, hein, mais je vais parler d'Edgerrin Cooper, le linebacker qui a été choisi par Green Bay. Green Bay est en train de s'offrir une des meilleures paires de linebackers avec Quay Walker sur les 5 prochaines années. Ils sont venus vraiment chercher un joueur hyper complémentaire de Walker qu'ils avaient déjà, qui va remplacer du coup Devondre Campbell qui est parti. C'est vraiment le joueur qu'il leur fallait dans le système défensif. C'est un joueur qui vient de Texas, qui est très bon, qui est très mobile, très agile. C'est pas un déménageur, hein. Il va avoir plus de latitude sur le jeu de passe, pour aller chercher le jeu de passe. Et puis c'est un très bon blitzer, donc franchement Green Bay a fait une très très bonne opération en le récupérant au second tour, parce que pour moi c'était le meilleur linebacker de la QV. Donc là-dessus, Gunkun, c'est très très critiqué, je trouve. Et pas forcément à juste titre par la fanbase des Packers. Il a fait des erreurs, et encore, je trouve que depuis quelques années, il draft hyper bien quand même. Ça fait 4-5 ans. Maintenant qu'on a le recul Love, etc., Gunkins, il fait un boulot au niveau de Green Bay. Alors oui, il a une façon très particulière de drafter, c'est-à-dire qu'il a une liste de joueurs, et peu importe ce qui arrive, il les prend. Il s'en fout de la position, il s'en fout de est-ce que c'est le meilleur joueur disponible ou pas. Lui, il veut son joueur. Voilà, il le prend, peu importe quand c'est. Il se dit, bon, je vais prendre d'abord ce joueur-là, d'abord ce joueur-là, d'abord ce joueur-là. Donc souvent, on va considérer qu'ils sont pris un peu trop haut par rapport à ce qu'ils auraient pu être. Ok, mais sauf que c'est le joueur dont il a besoin. Là, c'est exactement le joueur dont il a besoin. Il le récupère. Donc pour moi, c'est très très propre du côté de Green Bay. Vas-y, Anto. Non, moi je te rejoins. Joueur très complet. Dans la couverture, il est bon. Dans les blocs, il est bon. Il a une très bonne lecture du jeu. Je pense que vraiment, et comme tu le dis, je pense qu'au fil des années, on voit que les drafts, les choix des Packers payent, parce que c'est une équipe qui devient de plus en plus complète, qui va dans la même direction, et ça paye en fait. Ça a peut-être mis le temps de démarrer. Alors il y avait toujours le spectre avec Rodgers qui planait pendant des années, mais on voit que maintenant qu'ils sont libérés de ça, j'ai l'impression que la fleur, elle fleurit en fait, et vraiment là, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens, et ouais, ça va être un très bon, duo avec Walker, et vraiment, non, le joueur est très intéressant. Il est très complet. Merci à NFL.com du coup pour cette petite intermède musicale. Vous avez entendu un petit son, je suis désolé, hein, ça vient du site qui a lancé la vidéo en automatique parce que je regardais la draft de Green Bay en regardant. Non, on n'a pas entendu, nous. On l'a pas eu. Ah, vous avez pas entendu? Je pense que c'est sorti. Globalement, en tout cas, j'aime beaucoup en fait ce que vous dites. Là, pour le coup, j'ai pas véritablement d'avis non plus. Donc, ouais, vous, 3e choix, c'est comme les 4-5e tours. On les regarde plus ici. Non, j'ai pas vraiment d'avis sur le joueur. Je suis plutôt convaincu aussi que c'est un bon choix. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais il y a un truc que t'as dit, Doug, et qui m'a fait hausser un sourcil. Et du coup, regarder la draft de Green Bay, c'est effectivement... Le gars, il prend ce qu'il a envie, en fait, il en a rien à foutre, et dans l'ordre, peu importe, et tout, il prend ce qu'il a besoin. Et c'est vrai que quand tu regardes les noms qui sortent, c'est absolument pas des noms qui ont été vendeurs au niveau de la draft, au niveau du combine. On n'a pas été Jordan Morgan en 25, Edgerrin Cooper en 45, Javon Bullard, du coup le safety en 58, Marshawn Lloyd en 88, le running back. Enfin, vraiment, c'est pas des noms que j'avais sur lesquels j'ai beaucoup lorgné, quoi, où j'ai beaucoup regardé les choses. Peut-être Cooper plus que les autres, mais
Vraiment, c'est pas un truc. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et quand tu regardes un petit peu, effectivement, les drafts des années dernières, on peut se dire, hein, effectivement, le gars, juste, il tombe amoureux de profil, en fait, quelque part. Il tombe amoureux du Exactement gars ça. et il se dit, OK, c'est celui-là et pas un autre. Et c'est beau. Parce qu'en plus, ça marche quand même, ça marchouille. C'est pas mal. Là, je veux dire, ça va en playoff, ça fait pas semblant d'être là. Donc, non, ouais, vraiment, bravo à Green Bay pour ça. Tu sais, même quand tu atterris dans l'équipe, quand tu vois comment on processe Gunston là-dessus, le GM, tu te dis: «Si je vais à Green Bay», bon déjà, bon, c'est vrai que tu vas à Green Bay, c'est pas terrible, mais au niveau de la franchise, de l'histoire et Et la cetera, je parle que de réputation, la ouais. ville, c'est pas terrible, mais bon, la franchise et cetera, Hmm. c'est donc tu es content d'y aller. Mais si tu y vas, tu sais qu'en fait, tu as été voulu, tu Ouais. vois? Ça veut dire que le mec, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire de toi, comment ils vont Hmm. t'utiliser. Il est d'accord avec le coach. Il y a vraiment une une relation fusionnelle entre le GM et le coach, tu le sens vraiment et les mecs qui arrivent là-bas sont voulus et ils sont directement mis, dans le jeu, en fait. Ou, pour le coup, Love, pour le oui, mais là, il y avait cette histoire de Aaron Rodgers, il est tombé amoureux du joueur, ils l'ont pris, sauf que tu as Rodgers derrière, il te sort une année MVP, tu vas pas lui dire: «Merci mon grand, tu prends tes affaires et tu dégages», c'est pas possible. Donc ils ont fait avec, ils ont réussi à le laisser derrière. Donc non, vraiment, quand tu arrives dans une franchise et que tu te sens voulu en plus, je pense que ça t'enlève un poids sur les épaules qui est énorme. Ouais, ouais. Ouais. C'est bien Tu as vu. envie d'être impliqué, tu as envie d'être impliqué, tu as envie de te donner à 100 Ouais, finalement Hmm. pour la franchise tu et envie de le même pour rendre. le ouais, voilà, exactement. Ouais, j'aime bien l'argument. Ouais, bah écoutez, on va passer à mon dernier choix, moi. Là, pareil, moi, je mets un petit taquet. Voilà, je mets un petit tacle. Je mets un tacle à Keon Coleman, de Buffalo Bills. Je suis pas du tout convaincu par le gars. Je ne comprends pas comment on a été le chercher si haut. Je ne comprends pas la stratégie du côté des Bills et je ne comprends pas les fans des Bills qui sont ravis d'avoir Keon Coleman. Si ce n'est que c'est sympa d'avoir une vidéo du gars qui va au stade et il est content d'être là, il fait le show et tout. Mais c'est cool en fait. Mais tu vas pouvoir faire le show, mon gars, autant que tu veux. Mais la NFL, mon gars, ça rigole pas. Et là, en fait, on va parler un petit peu, rien que niveau statistique. On parle d'un gars qui a fait combien 658 yards 50 réceptions. C'est pas la folie quand même. Genre, pour aller à un gars qui part premier choix du second tour, non, c'est pas fou. On a quand même des profils au niveau de la draft. Je reviens un peu sur ce qu'on se disait, mais en termes de la fin du round 1, on a quand même Xavier Worthy du coup qui part en 28 avec les Chiefs. On a Ricky Pearsall en 31 aux Niners, Leggett aux Panthers en 32, et juste derrière, on a Keon Coleman aux Bills. Je rappelle Tu encore que Adonai Mitchell qui est il y a dispo. Adonai Mitchell qui est dispo derrière et Malakai Corley que j'aime beaucoup. Bon, Malakai Corley, encore une fois, un joueur qui est dans une petite fac Western Kentucky, je crois. Donc du coup, voilà, forcément, il est plus petit en plus du coup, donc ça joue pas vraiment en sa faveur. Mais globalement, on a d'autres profils. Il y a de quoi faire en tout cas. Et là, on prend Keon Coleman. Et aujourd'hui, on fait comme si Keon Coleman allait être la relève de Stephen Diggs. Eh ben non. Moi, je vous dis, Keon Coleman, c'est un bust en puissance. C'est un mec qui va faire le show en dehors du terrain. Mais sur le terrain, ça sera zéro parce qu'il ne sait pas se servir de son corps alors que c'est une masse. Et c'est ça qui est incroyable. Il a un physique de ouf et il ne sait pas s'en servir. Euh, il est pas très bon quand il s'agit de récupérer le ballon. On a toujours l'impression qu'il va le laisser filer. Je vous jure, sur les highlights, vous les regardez, les gars, on a toujours l'impression que le ballon va lui échapper, qu'il est jamais en sûreté. On n'a jamais l'impression qu'il est en sûreté. Son footwork, il est zéro. Vraiment, il y a pas de feinte, il y a pas de jeu de jambes, il y a pas de, je sais pas, ça manque de quelque chose. En vitesse, c'est pas dingue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a soulevé déjà. On peut pas travailler facilement la vitesse. C'est pas quelque chose que tu vas vraiment aller améliorer. Il est pas très rapide. Non, c'est pas Stephen Diggs, les mecs. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas Stephen Diggs. Et ce gars-là, il est zéro. Je te rejoins. Pour moi, Keon Coleman, il porte très, très mal son nom. Il a pas de main. Franchement, on a l'impression qu'il a cuisiné des frites avant. Alors entre, Josh Allen qui balance des saucisses une fois sur 2, et lui qui attrape pas les ballons, mais ils sont vraiment mal barrés les mecs. Pour moi, Coleman, c'était un troisième, quatrième tour, Quatrième tour troisième au même. mieux. Ouais, ils vont le chercher, 1er choix du second pour être receveur numéro 1. Heu
Non, non. Et alors, moi, il y a un truc qui m'énerve en plus. Il y a un truc qui m'énerve en plus, c'est que, comme tu l'as dit, physiquement, c'est une masse. Mm. Et même sur les passes écrans, quand il est utilisé pour venir faire du run block, etc., c'est un feignant. C'est un Ouais. feignant. Il va pas au bout du truc, il va pas au bout du bloc. Il a tendance à relâcher le mec. Donc, non, moi, je l'ai déjà dit quand je parlais de la saison des Eagles. Pour moi, un des pires défauts qu'on peut avoir dans le sport de haut niveau, c'est la suffisance. Et pour moi, il est totalement suffisant. Donc, je souhaite pas du tout aux Bills que ça soit le cas, ou même à lui. J'ai absolument Ah rien ouais. contre lui. Tu vois, je le connais pas. Et puis, je pense qu'en plus, il doit me défoncer si jamais on se croise. Donc, mais voilà, non, non, c'est pas du tout un bon choix du côté des Bills. Moi, je me demande ce que ça va donner la saison prochaine. J'ai pas été très fan de l'off-season des Bills, que ce soit sur la free agency ou sur la draft. J'ai l'impression que l'année prochaine, je sais pas pour vous, mais Josh Allen, il va devoir jouer encore plus les super-héros plus, avec des actions qui vont être totalement lunaires. Ouais. Oui, en plus, au niveau de son QI foot et de ses tracés, je trouve pas ça non plus très fort. Alors, peut-être, je sais pas, Allen va lancer à droite et puis il va partir à gauche, ou ça va, je sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, les Bills. J'ai l'impression qu'Allen va tout porter sur ses épaules parce qu'il le voudra lui, et parce qu'il va le devoir, parce que je sais pas où vont être les menaces offensives du côté des Bills. Et ouais, non, c'est pas du tout un joueur qui m'attire et qui va avoir un impact, quoi. Et ouais, du coup, c'est vraiment le numéro 1 chez les Bills la saison Ah prochaine. bah, Qui d'autre après sinon, tu considères que c'est Kincaid et Dawson Knox, c'était numéro 1. Ah, ça fait je... peur quand même, hein. Non, moi je trouve ça fait peur, c'est dommage, hein. Ouais. En Ils fait, vont devoir casser plein de tables l'année prochaine, la Bills Mafia, s'ils disons quand tu veulent. regardes Diggs est parti. Diggs est parti, si je dis pas de bêtises. Ouais, je regardais le Notion là, que tu avais créé en même temps. il y a, disons que sur les dev charts, Coleman prend clairement la place de Diggs. Maintenant, ça reste à prouver, bien entendu. Mais bon, moi, je suis partisan de Justin Shorter, notamment parce que je l'ai en dynastie également, encore une fois. Mais voilà, je pense qu'il y a des gars qui sont derrière, qui ont l'écro et qui ont un peu de haut niveau dans les pattes, quoi. Même Mm. McCollins, par exemple, Samuel Curtis, ça va essayer de. Enfin, Curtis Samuel, Ouais, pardon. Ça va ouais, essayer de ouais. prendre le premier rôle quand même. Hein, Stephen Diggs est plus là, il va falloir porter un petit peu l'équipe. Khalil Shakir, il va pas vouloir faire de la figuration non plus. Donc ces mecs-là vont se battre pour le poste, et je crois pas que Coleman ait les épaules pour participer à cette bataille. Donc ouais, voilà, je le dis, j'ai de gros doutes là-dessus, et au-delà de ça, derrière il y a du monde, mais il y a personne à la fois. Donc Ouais, c'est un gros ça reste doute, les délicat. Bills. C'est un gros doute. Ouais. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a terminé en tout cas là-dessus sur ces 3 hot takes chacun. Ça vous en fait donc 9. On va faire un petit récap là quand même, histoire de dire. Donc du coup, du côté de Doug, on avait Jaren Cooper de Green Bay, on avait Ricky Pearsall des 49ers, et le bust Jayden Daniels, le bust annoncé. Jayden Daniels, voilà, on attendra, on va se régaler là, ça va être très très intéressant. Du côté de Anto, on avait du coup Xavier Worthy des Chiefs, Cooper DeJean du coup des Eagles, et Amarius Mims des Bengals. Et de mon côté, on avait Brock Bowers, du coup, que je pense c'est une fusée, enfin une fusée, toute proportion gardée. Du côté de Las Vegas, Brian Thomas Jr. qui va surprendre le monde, et Keon Coleman qui, pareil, est un bust annoncé du côté des Bills. Voilà. Bah, est-ce que vous avez une dernière chose à dire là-dessus, les gars? On a fait le Oh tour. non, hein. Ouais, je Hein. pense, hein. Maintenant, on va prendre les commentaires maintenant. Ça y est, il faut assumer. C'est ça, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous donner votre avis, à venir nous rechoper dans 6 mois en disant «Ah, t'as vu Coleman, en fait, il est bon». Allez-y, Exactement. faites-vous Ouais. plaisir. Ouais, puis On est donnez là votre pour ça. avis, qu'on voit un peu aussi d'autres joueurs peut-être qui ressortent, qui pourraient faire, Ouais, bien sûr. qui pourraient faire la différence dès la saison numéro 1. Donc,
Exactement, n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi dans les commentaires, voilà, à nous suivre sur les réseaux et à nous toper là-dessus, ça sera avec un grand plaisir qu'on ouvrira le débat. Je fais d'ailleurs un petit salut du coup à nos camarades, on a fait tout à l'heure vite fait The Trick Play avec le taf incroyable qu'ils fournissent chaque année. Au niveau de la draft, c'est exceptionnel. Et puis les copains des Fantasy Ballers aussi, hein, on aime bien parce qu'on s'intéresse beaucoup à la fantasy, donc voilà. Sur ce les gars, merci à vous d'avoir participé et d'avoir donné votre 3 takes. Là, c'était vraiment très très cool. On se dit à une prochaine du coup, et à bientôt sur le front office. Salut tout le monde. Et vive le football. Et vive le Vive le football, bien football. sûr.